Je vous ai expliqué que le président de la République a compris que pour se maintenir au pouvoir, il est tout seul. Pour surveiller ceux qui lorgnent son poste, il faut absolument qu'il utilise les moins méritants. Et comment faire pour se maintenir puisqu'il va atteindre les objectifs politiques, c'est-à-dire rendre le Cameroun indépendant. On avait encore le vieux Bongo qui en fait jouait les traîtres entre la France et l'Afrique. C'est-à-dire que tout ce que les présidents se disaient en conclave, le président Chirac, le président Mitterrand étaient au courant à l'instant. C'est-à-dire que c'était très compliqué. C'est pour ça que vous allez voir que le président de la République change la donne, par exemple, dès 2009. Quand Bongo est décédé, il prend les rênes de l'Afrique centrale. Parce qu'Obiang, même si Obiang est le président le plus vieux d'Afrique centrale, je ne sais pas si c'est le cas ailleurs, en 78 et 79, après avoir assassiné son Mathias Nguema, il n'y a que le président est resté le doyen. Parce que du fait de notre économie, de sa prégnance et du fait de son parcours. Donc il a compris parfaitement ça. Comment donc faire pour se maintenir au pouvoir? C'est ça la question. C'est-à-dire qu'il faut utiliser les médiocres. Vous savez, quand vous êtes en famille, c'est le moins méritant qui sait que quand on lui a donné le pouvoir, il fait tout pour se maintenir au pouvoir et il tue tous ceux qui méritent. Et tous ceux qui en fait devraient être à sa place et lui ailleurs. Vous comprenez, en dessous. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il a pris les moins méritants, il a mis au-dessus et au-dessus des plus méritants. Ça fait désormais que, je vous ai pris l'exemple d'un ministère, c'est comme ça que ça marche. Regardez dans nos administrations, tous sont frustrés. Regardez les jeunes qui sont là, tous sont frustrés. Parce qu'en fait, on préfère garder un poste vide. Tant que le ministre n'a pas son neveu, son cousin ou l'ami de sa copine ou ainsi de suite pour nommer à cet endroit. Vous allez voir les ministères, c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Vous allez même voir un ministre qui arrive dans un ministère. Il trouve des sous-directeurs partout dans le ministère. Il préfère aller chercher un directeur ailleurs qui n'a même jamais été chef de service pour nommer là parce que c'est son parent ou bien c'est l'ami de l'autre. D'autres même plus malins pour qu'on ne les accuse pas de népotisme ou de favoritisme. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des échanges de services. C'est-à-dire que moi je suis ministre de ce ministère, vous êtes ministre de l'autre, vous m'envoyez vos neveux, je nomme ici, et moi je vous envoie les vos neveux de l'autre côté. Et du coup on a l'impression qu'il allait chercher des gens à Mathusalem dans la neutralité alors que c'est des échanges de services. C'est comme ça que ça marche. Mais que la conséquence c'est quoi? C'est qu'ils veulent absolument avoir sous leur botte des gens qui ne sont pas du métier et donc ils savent que ce n'est pas leur place. Ils feront toujours leur volonté. Ils ne sont pas méritants, vous comprenez. Soit alors des gens qui n'ont pas de background. J'ai été nommé, je n'ai pas de background, je n'ai pas la compétence requise ou alors je n'ai pas fait le parcours nécessaire pour être nommé, par exemple, pour être directeur, il faut au moins 10 ans dans l'administration, vous comprenez. Alors si on nomme quelqu'un qui a fait 3 ans d'administration ou 4 ans, il sait qu'il n'est pas à sa place. Et on le met au-dessus des directeurs qui ont peut-être 15 ans, 20 ans dans l'administration. Comme ça que ça marche. Biya a fait la même chose. C'est-à-dire qu'il a pris, regardez les ministres qu'on nomme, c'est les kidams. Des gens qui ont marché avec les babouches partout dans le pays, avec le RDPC. Du jour au lendemain, le décret arrive, il est nommé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tue d'abord les gens de son village. Parce qu'il ne faut pas qu'on sache que dans son village ou dans son coin, puisqu'on parlait de ces 106 ministères, il faut absolument qu'il y ait un ministre dans chaque département, dans chaque région. Donc il ne faut pas qu'on sache qu'il y a quelqu'un dans sa région qui a fait l'école. C'est comme ça que ça marche. Vous comprenez? On a fait par exemple, je vous prends un simple cas. Vous savez par exemple que M. Ekindi a souffert de cette affaire-là, Jean-Jacques. Jean-Jacques Ekindi a souffert de cette affaire-là, très aimé du président de la République. Mais on s'est rendu compte qu'un ministre s'est arrangé à ce qu'il reste toujours sur le boisseau éternellement. Il a été sauvé par John Moelle quand il est entré dans l'opposition. John Moelle lui a quand même donné une place dans le Vouri pour qu'il devienne député. Mais force au système politique, on l'en a enlevé. Bon, heureusement que semble-t-il, il a renoncé à son parti. On dit qu'il est en train de s'échauffer désormais parce que le président a décidé de restaurer la justice. C'est donc pour ça que vous voyez que l'alternance ou la transition, le match de conciliabule qui se joue actuellement autour de la succession, se joue justement entre les médiocres et les méritants. C'est-à-dire les méritants sont en train de mettre la pression sur les médiocres qui dirigent au sommet pour que ça explose, pour qu'il y ait la lumière, pour que le président comprenne qu'en fait, l'heure est venue de pouvoir restaurer le Cameroun sur la voie de l'excellence. De deux, c'est que vous devez comprendre que la succession se joue aussi dessus, c'est-à-dire le président est donc arrivé au moment où les moins méritants ont fait le job. C'est-à-dire les maintenir au pouvoir jusqu'au grand soir. Vous comprenez? Le moment donc est venu, puisqu'il a mis du miel sur les mains de tous les moins méritants. Ça fait que tous ont des faux dossiers. C'est ce que j'appelle la communauté des pêcheurs. C'est-à-dire qu'il est difficile maintenant que vous nommiez un ministre au contrôle supérieur de l'État. Il va arrêter qui? Puisque l'homme doit se faire arrêter d'abord lui-même. À la fin, il tourne sur les dossiers et personne ne sera arrêté. Vous mettez quelqu'un, vous voyez, le président s'était arrangé. Vous mettez quelqu'un à la CONAC. Finalement, on se dit que bon, voilà, nous sommes à la CONAC, mais on vous a parlé, par exemple, il y a 10 ans, il a fait des faux marchés et des choses qu'on falsifiait partout. Quand vous regardez d'où les gens là sortent et où ils travaillent, vous dites, mais c'est le policier, des corrupteurs qui est en train de faire ce genre de choses dans le quartier. C'est comme ça que ça marche. Donc, Biya arrive au grand soir où il va donc utiliser les moins méritants, là, du moins les excellents,
pour placer désormais à la tête de cette communauté des pêcheurs des moins méritants afin de les basculer tous de côté et nous amener vers les méchants. C'est un peu ça que je peux expliquer comme ça en peu de mots, mais c'est une grande théorie en fait que Biya a utilisée. Il n'a pas inventé, hein, mais il a étudié parcimonieusement à travers ce que nous savons. Mais je crois que je vais sortir avec vous, monsieur Otto, pour dire que le problème aujourd'hui, c'est le problème du contrôle. Biya a compris que s'il mettait le contrôle en jeu, c'est-à-dire en place, le contrôle de cette communauté de pêcheurs-là, des moins méritants là, ça allait gripper la machine. C'est-à-dire qu'ils allaient avoir peur de voler, monsieur Otto. Ouais. Si Biya avait mis le contrôle en marche, ils allaient avoir peur de voler. Et au grand soir, ils n'allaient pas avoir des motifs pour pouvoir les embrigader. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui que ça fonctionne tant bien que Kaha. Mais après le gouvernement, je crois, si jamais ce gouvernement arrive, je crois qu'on ira dans ce sens-là. Le président Ahidjo était champion du contrôle. Pour la petite histoire, je suis sorti par là dans les années 70. Alors que Gaston Noir est encore directeur de l'hôtel Montfébé. Le président Ahidjo arrive au sommet du Montfébé un matin en gants blancs avec son garde du corps et il allait trouver M. Liban Gimbous qui était justement le directeur général de la BDC, la Banque de développement, qui était en train de construire une somptueuse villa. Le monsieur ne savait pas que Ahidjo allait arriver, il faisait des contrôles inopinés. Et il dit, voilà monsieur le président, j'étais en train de construire pour vous. Il dit, non, c'est pour vous que vous construisez la villa. Bon, comme c'est comme cela, on va reverser la villa dans le patrimoine de l'État. C'est comme ça qu'Ahidjo fonctionnait. Mais le président a compris qu'il ne peut pas contrôler ces gens-là. Il préfère se retirer et laisser voler. Le moment venu, il va utiliser donc les plus méritants pour mettre hors d'état de nuit ces voleurs-là et ces gens qui... Merci Valère Bertrand. C'est Valère Bessala. Avant, je me posais encore des questions sur lui. Avant, je me posais encore des questions sur toi, Valère Bessala. Je peux vous dire avec certitude que c'est le pire. Je peux vous dire avec certitude que des ayopistes, biaïstes, manipulateurs, c'est le pire. Il est le pire. Des frustrés, c'est le pire des frustrés. C'est le pire des jaloux. C'est le pire des envieux. Là, vous avez face à vous quelqu'un qui a la structure psychologique d'un frustré. C'est-à-dire que c'est un enfant de la sardine qui n'a pas été satisfait. Valère Bessala, que je suis en train de vous montrer en ce moment, c'est un mélange en fait de Mathias Oronangini. C'est-à-dire, il a l'intelligence de Mathias Oronangini. Ok, ça on peut pas lui enlever ça et tout. Il a la technique de suçage très charismatique de Charlemagne Messanga Nyamding. Donc c'est un biaïste aussi puissant que Charlemagne Messanga Nyamding. Donc il a l'intelligence de Mathias Oronangini, le bavardage de Charlemagne Messanga Nyamding. Il a la villageoisie et le tribalisme de Serge Tamba. Vous voyez, c'est un mélange de trois. Lui, il est le pire. Il est le pire. Ayopiste fondamentaliste. Ayopiste fondamentaliste. Pour lui, quand vous l'écoutez, il vient de sortir, même que Paul Biya avait un projet, c'était celui de l'indépendance du camp. Quand vous voyez Pomba, est-ce que Pomba, un jour, dans son fonctionnement, dans sa go, vous avez déjà vu un jour que Pomba avait pour projet l'indépendance du Cameroun? Non, il vous sort un projet politique de Pomba qu'il vient de fabriquer lui-même. Pour lui, Pomba, c'est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui a pensé toute la stratégie. C'est l'homme le plus intelligent. C'est lui qui a fabriqué la communauté de voleurs. C'est lui qui les a laissés. C'est lui qui choisit de nommer les voleurs, mais ce n'est pas lui le responsable. Pour lui, c'est Pomba le problème. Mais en même temps encore, c'est Pomba qui est en train de tout s'organiser parce qu'il n'y a que Pomba qui peut régler le problème. Donc pour lui, Pomba, c'est le problème. Et c'est encore Pomba qui doit régler le problème. La théorie de l'entourage. Non, il est juste un enfant de la famille, frustré. C'est-à-dire que pour lui, Pomba a tout organisé. C'est lui qui savait tout. Mais on est face à une catastrophe, il n'est pas le responsable. C'est-à-dire que Pomba a attendu que tu aies l'huile sur les mains. Si tu n'as pas l'huile sur les mains, il ne te nomme pas. Pomba, c'est l'homme le plus puissant. C'est lui le plus intelligent. C'est lui qui crée toutes les stratégies parce que son travail à lui, Valère Bessala, il fait des ngab-ngab. Il fait des ngab-ngab. Et il est en même temps encore frustré et ayopiste. Et ayopiste villageois parce que tu vois comment il parle en termes des aînés. Il dit, vous savez, les aînés par rapport à quoi? Parce qu'il croit qu'on est dans la famille. Dans la tête de Valère Bessala,
il est dans le socle granitique en train de parler au bêtis. Hein. Dans sa tête, là où il est là, comme on entendait parler, je ne sais pas comment les aînés ne vont faire ceci. Ça ne vous rappelle pas Tamba? Tambao, les parents, papa Mbargangere, papa ceci, il a toujours le truc, un intellectuel, mais qui fonctionne sous le prisme du patriarcat. Il peut parler de beaucoup de choses intelligentes pour embrouiller, pour enfermer, parce qu'il a des théories qui marchent, mais sa théorie fondamentale est de manifester sa frustration. L'être humain qu'il est, c'est le pire. Il est pire que Mathias. Il est pire que Tamba. Il est pire que Msanga Nyamdi. Lui, je crois que c'est même la bombe qui est en train d'être fabriquée derrière le Bessala Valère. Mamma mia. J'ai regardé ça et je vous invite à bien regarder, à bien écouter. Il laisse voler. Il dit maintenant, Pomba va nommer dans le prochain gouvernement. Donc il organise, il se projette, il fait un gap pour le prochain gouvernement. Il dit que dans le prochain gouvernement, maintenant Pomba va nommer les compétents qui vont venir maintenant bousculer. Il fait des incantations. Le gars fait des incantations. Il fait des incantations. Plus gros enfarineur que ce bonhomme. Ça n'existe pas. C'est clair et c'est net et c'est précis. C'est Jalotou. Faites attention. La télévision peut éduquer les masses, mais pour aussi abrutir les populations. Là, tu viens de mettre sur ton plateau l'un des plus gros abrutisseurs. C'était papa.